Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la machine Hack the Box qui s'appelle Code, qui est une Linux facile, et on va pouvoir commencer directement. Donc comme son nom l'indique, Code, à mon avis, il va y avoir soit de la review de code, ou alors des choses à analyser par rapport à ça. On récupère son adresse IP, donc moi je l'ai lancé, je l'ai reset juste avant pour qu'il n'y ait pas de soucis, et normalement on peut commencer. Donc comme à chaque fois au début on l'ajoute dans etc host, moi je l'ai déjà fait. Et on va pouvoir directement lancer un petit scan Nmap pour voir sur la machine ce qu'il y a. Donc -p- pour tout, -sv, -sc. Alors ça c'était pour la machine encore d'avant, je crois. Je ne vais pas vous spoil, mais voilà. SCSV, donc qu'est-ce que on fait? On va du coup scanner la machine code.htb pour voir s'il y a des ports ouverts. On va envoyer au minimum 5000 paquets par seconde pour que ce soit beaucoup plus rapide. On va scanner l'entièreté des ports, du 1 au 65535, et on va afficher à la fois la version des services qui vont être identifiés, et on va lancer également les scripts NSE, donc les scripts par défaut de Nmap, sur chacun des ports qui sont ouverts pour nous remonter plus d'infos, parce que sinon on pourrait louper des choses intéressantes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite regarder un petit peu ce qui se trouve par rapport à ça. Quels sont les ports qui sont ouverts? Donc normalement ça devrait prendre que quelques secondes. Donc comme c'est une machine facile, on s'attend à ne pas avoir 45 milliards de ports et de possibilités, et c'est en théorie des choses assez faciles. Voilà, donc on a le port 22 qui est ouvert, classique SSH. Bon, on a des informations mais rien qui nous intéresse particulièrement. Et apparemment on a un port 5000 qui a l'air de correspondre à de l'HTTP, et c'est GUnicorn 20.0.4. Ça, on peut commencer à regarder. Je vais lancer Firefox. Est-ce qu'il y a des exploits, il y a des trucs qui sont présents? Donc si on cherche par exemple Unicorn exploit, là donc par exemple j'avais trouvé celui-là moi quand je l'avais fait. Donc il nous explique qu'il y a moyen de faire du request smuggling, c'est-à-dire en gros partager la requête en deux pour faire en sorte d'envoyer deux requêtes dans une, ce qui fait qu'il y a une désynchronisation du serveur et on va pouvoir envoyer d'autres paquets, en exécuter, etc. Bon, peut-être que c'est vulnérable à ça, moi je ne l'ai pas trouvé. Donc on va passer à côté. Comme à chaque fois, on peut tenter de se connecter. Code.htb. Il me demande directement un mot de passe, il me demande pas uniquement de clé privée. Donc peut-être qu'on va devoir se connecter avec une clé privée, peut-être avec un mot de passe, les deux sont possibles. Et ben là on a fait le tour, il nous reste qu'à aller sur le port 5000 pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc http code.htb sur le port 5000. Et là apparemment, okay, on a une page donc web. Apparemment on peut run du code, donc là c'est du Python. On va pouvoir run du code. On voit, ça s'affiche ici. On peut sauvegarder. Test. Ok. On peut s'enregistrer, on peut se loguer, on peut cliquer sur About. Donc, Welcome to Code. Donc c'est un éditeur de code Python pour écrire du code et le lancer, enfin le run directement au niveau de notre navigateur. C'est ce qu'on voit ici. On peut se login. Admin par exemple. Ça passe pas. Bon, on connaît aucun compte là. On n'a pas l'impression qu'on peut faire du user enumeration ou des trucs comme ça parce que on n'a pas de message de retour. On pourrait regarder avec le code d'erreur par exemple qui est renvoyé de la page. Mais ici normalement il n'y a pas grand chose. Et si je me connecte, enfin je me crée un compte par exemple avec test et test. Là je me suis créé un compte, je me connecte avec test et test. Login. Donc apparemment je suis log. Je peux aller voir mes codes. J'ai aucun code qui a été sauvegardé. Ok. Là, on peut par exemple sauvegarder celui-ci, test, ok, code save successfully. Si je vais dans mes codes, je vois mon test et ça me fait aller dessus. Donc là, on peut voir code ID égale 2. On peut s'amuser à code ID est égal à 1 par exemple pour voir s'il y a des trucs qui sont présents. Bon, là, c'est vide, ok. Code 0, c'est du hello world. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On peut tenter, si on peut exécuter du code, on peut se dire, si le code est exécuté, peut-être que derrière, on va pouvoir justement exécuter des reverse shell ou des trucs comme ça. Donc, le truc de base, c'est import OS, et après os.system, et derrière, par exemple, je sais pas moi, la commande ID. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? On importe le module OS,
C'est un module, une librairie Python qui permet justement d'exécuter des commandes système. Et ce module, il a une fonction qui s'appelle système, qui exécute une fonction sur le système, et dedans, on lui passe un paramètre, la commande à exécuter, donc moi par exemple la commande ID. Si je fais run, ici on voit que use of restricted keywords is not allowed. Donc apparemment, il y a une blacklist, une liste noire de mots qui ne sont pas autorisés. Donc on va pouvoir essayer manuellement chacun des mots, donc par exemple import. Donc import, il est restreint, donc on ne peut pas utiliser le mot-clé import. OS, il est restreint. On peut voir que si je mets un autre truc, ça met juste que le nom n'est pas défini. Alors quand je mets par exemple OS, is not allowed. Ok, donc système. Système, c'est pas possible non plus. Donc là, en théorie, on est déjà bloqué. On a beaucoup plus d'informations qu'au début. On sait déjà que import, c'est bloqué, OS est bloqué et que système est bloqué. Donc il va falloir trouver une alternative pour faire en sorte de ne pas utiliser import ou d'utiliser autre chose, ou alors de bypass la vérification d'import, et on doit faire la même avec potentiellement système ou exécuter d'autres choses. En Python, il y a quelque chose qui s'appelle des variables globales. Si on cherche globals en Python, par exemple geek for geek, qu'est-ce qu'on voit? On dit que donc la variable global, je sais pas comment on dit, nous retourne la table des symboles global. En gros, c'est un dictionnaire qui représente toutes les variables du module actuel ou du script. Ça s'utilise de cette manière. On espère que c'est pas bloqué. Après, il y a d'autres façons, encore une fois, de bypass, mais on va juste essayer d'afficher le contenu, par exemple, de globals, pour voir ce que ça contient. Ça, c'est une fonction. Run. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont affichées. Alors, je sais pas si on peut aller plus bas. Non, on peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Mais là, on peut voir qu'il y a énormément de choses. Donc on a à chaque fois le nom de l'application, le type de document, etc. Et normalement, dedans, il y a des choses qui peuvent être utiles. On peut voir qu'on a des built-in functions. Les built-in functions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions qui sont déjà, on va dire, intégrées à Python, qu'on va pouvoir utiliser directement. Et ici, on en voit une qui nous intéresse. Par exemple, c'est import. On peut voir qu'en fait, le module import, c'est une fonction qui est directement intégrée à Python, et ça nous permet en fait d'importer. Si on fait en fait un import par exemple comme ça OS, et ben import OS, c'est l'équivalent de import comme ça. Alors je sais plus exactement, je crois que c'est l'équivalent de ceci avec OS. Voilà. Donc ça, ces deux lignes sont identiques. Le problème, c'est que là, même si on fait ceci, normalement, même problème, c'est que import, bah, on n'a pas le droit de l'écrire comme ça. Du coup, il y a moyen de partir du globals et normalement de pouvoir récupérer ce qu'on avait au préalable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on réaffiche, donc CTRL Z, hop, globals, donc je réaffiche mon globals, on peut voir que dedans, donc là c'est une partie, enfin, en tout cas le premier truc, et dedans on a les built-ins. Et dans les built-ins, on a tout ce que je viens de vous montrer avant. On a package, on a import, on a pas mal de trucs. Donc déjà, vu que c'est un dictionnaire, faut rentrer dans la première partie du dictionnaire qui est les built-ins. Donc on va faire par exemple une variable qu'on appelle built, et dedans on va dire c'est donc le résultat de globals. Et dedans, vu que c'est un dictionnaire, on y accède via le tableau comme ça. On va rentrer la première fois dans built-ins, parce que si on veut aller dans import normalement c'est compris dans built-in. Si on regarde, ça s'ouvre ici au niveau du dictionnaire, et ça s'ouvre de nouveau ici au niveau du dictionnaire, et le deuxième endroit où ça s'ouvre au niveau du dictionnaire, c'est built-ins. Et après c'est à l'intérieur. Donc on doit d'abord accéder à built-ins avant d'accéder aux fonctions à l'intérieur. Donc on va copier ça, on va le mettre, on va run, et là, use of restricted keywords. Ah, c'est chiant, on peut essayer, on peut faire un test. Est-ce que c'est vraiment built-ins qui casse les pieds? On va tout supprimer. On va juste l'écrire comme ça, built-ins. Built-ins not defined. Là, ça a l'air de passer. Et si on met les deux, ok. Donc on sait que c'est underscore built-ins underscore qui passe pas. L'avantage qu'on a ici, si vous voyez, c'est que ça, c'est considéré comme une chaîne de caractères.
Du coup, la chaîne de caractères entière est considérée comme étant restreinte. Mais qu'est-ce qui nous empêche ici de couper notre chaîne en deux? De dire, ok, built-ins, en fait, c'est cette chaîne-là, qui est underscore underscore BUI, et une autre chaîne de caractères, qui n'est pas la même chose, et qui est tins, ce qui fait que quand on va après le plus en Python, c'est pour concaténer. Quand le code va reconcaténer ça, lui va comprendre que c'est built-ins. Mais comme on l'a pas écrit entièrement, lorsque le script, en tout cas la protection, va regarder tous les champs, toutes les lignes, tous les mots, même les caractères de notre code, il va jamais voir marqué built-ins complet, et du coup ça va bypasser la protection. Si on fait ça, run, on n'a plus le restricted machin. Donc on a réussi à bypass ça. Et vous allez voir que c'est principalement ce qu'on va utiliser. Du coup, alors à savoir aussi que il regarde pas que au niveau du code, enfin c'est au niveau aussi des commentaires. Si ici, même en commentaire, je mets import, là ce sera jamais exécuté parce que c'est en commentaire. Mais on peut voir que si je fais run, là j'ai j'ai le message d'erreur, comme quoi j'ai un mot-clé qui n'est pas autorisé, parce que il est dedans. Et en fait le code il va juste vérifier mot par mot, est-ce que c'est un mot qui est autorisé ou pas. Et même si c'est en commentaire, il voit import c'est pas autorisé, du coup il va pas vouloir. Ok. Du coup, on a créé notre variable build qui contient l'ensemble des built-ins. On se souvient dedans, ce qui nous intéresse, nous, c'est, donc on peut par exemple print du coup build, et on va voir que dedans, on a tout ce qu'on avait à l'intérieur, dont notre import. Import, on va le vouloir parce qu'on veut importer OS. Si on se souvient bien, ok. On veut importer OS, du coup, comment on fait pour importer OS? Eh ben, on va appeler celui-ci depuis build. Donc si je fais, par exemple, je vais pas pouvoir faire import, je vais l'appeler par exemple import comme ça. On peut voir que ici, is not defined, mais j'ai pas l'erreur parce que c'est pas considéré comme un mot-clé entier, est égal à ce que j'avais dans build, et je raccède de nouveau à mon import. Mais là, vous vous en doutez, import, il va le voir écrit comme ça, du coup il va pas être content. Du coup, ben encore une fois, peu importe, on peut même le couper ici, ça n'a pas d'importance. Alors si, ça a une importance, pardon, parce que là, import, il va toujours être écrit de la même manière. Donc là, ce sera toujours pas bon. Mais on peut le découper en plein milieu du mot pour ne plus qu'il soit entier, pour ne plus qu'on va marquer import. Et on peut le faire plusieurs fois. Donc, par exemple, ça fonctionnerait. Parce que ça va reconcaténer l'underscore avec underscore im, avec underscore port, et le double underscore à la fin. Donc là, on voit que maintenant, ça passe. Et pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en Python, on a également quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle getAttr. GetAttr, qu'est-ce que c'est? C'est un attribut, enfin en tout cas une fonction, qui va permettre de prendre... oui, c'est bien, très bien. Qui va permettre de prendre un objet et de lui passer un paramètre. Ici, on peut voir qu'on a une classe personne qui est en fait un objet, et du coup, on va dire x, c'est l'objet personne, et en paramètre, on lui passe age. Donc ici, on voit objet et attribut. Alors, c'est pas un paramètre, pardon, c'est un attribut. Donc c'est une classe personne qui est un attribut qu'on va pouvoir utiliser. Donc si on reprend ici, nous, on se rappelle, au final, on va faire un os.system d'une commande. OS, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet, c'est notre import. System, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de la librairie OS, enfin du module OS. Et du coup, ça c'est considéré comme étant un attribut. Exactement comme ça. Du coup, on va pouvoir faire getAttr d'import d'OS, et derrière, on va pouvoir faire notre système. Donc si on revient ici, on veut importer OS. Donc là, on va recréer par exemple une nouvelle variable qui s'appelle du coup import. Et là, vous voyez, je ne peux pas marquer OS comme ça parce que il va le lire. On va marquer import OS de cette manière. Et ça, du coup, c'est le built-in qu'on avait, donc import. Et dessus, on va importer quoi? On va vouloir importer le module OS. Mais encore une fois, on ne peut pas le mettre comme ça. Parce que là, on a le mot-clé. Donc on va le recouper de nouveau. On va mettre des espaces. Alors, vous voyez que ça devient un petit peu illisible. Mais ça fonctionne. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a l'objet qui correspond à import OS. Donc là, on a réussi. Et comment on a fait? Parce qu'on est parti de toutes les valeurs globales.
On a récupéré les built-ins, qui en fait la plupart des fonctions, dont celle qui nous intéresse, port, enfin import. Donc import, on l'a récupéré comme ça. Donc là, ça correspond à notre fonction d'import. Et derrière, on a appelé cette fonction avec en paramètre OS. Ce qui fait que là, en gros, on a importé OS. Et derrière, on va justement utiliser notre getAttr pour récupérer la fonction qui nous intéresse. Donc ici, getAttr d'import OS. Et derrière, on va repréciser la fonction qu'on va importer. Donc nous, c'est système. Donc c'est sous forme de chaîne de caractères. Sauf que là, vous vous souvenez, effectivement, système, c'est pas autorisé. Donc encore une fois, alors, simple guillemets, double guillemets en Python, je crois que ça n'a pas trop d'importance. On va pouvoir le couper en plein milieu, comme à chaque fois. Hop. Et là, tac. Donc là, on a réussi à importer système. Mais derrière, il faut qu'on exécute une commande. Donc, ici, en gros, c'est ma fonction système. Là, j'ai récupéré l'objet de ma fonction système. Si je fais un print de func, qu'est-ce que j'ai? Je peux voir que j'ai la built-in function system. Donc là, c'est un objet qui correspond à la fonction système du module OS qui va me permettre d'exécuter des choses. Donc maintenant que j'ai ça, derrière, j'ai juste à appeler func, qui est en fait vraiment un objet, une fonction, et dedans, je lui passe l'objet, en tout cas la commande que je vais exécuter. Pour vérifier qu'on a bien accès à notre machine, je vais récupérer une adresse IP, et derrière, je vais pouvoir faire un ping, par exemple. Donc ping vers ma machine, mon adresse IP, et je vais dire envoie 4 pings, enfin 4 paquets ICMP request, echo request, vers cette adresse-là. Moi, je vais me mettre en TCP dump, donc c'est un petit peu comme du Wireshark, c'est pour garder le trafic qui passe sur la machine. Je me mets sur l'interface Tune0 qui est le VPN, et je filtre uniquement les paquets ICMP parce que, comme j'envoie via la commande ping, ce sera du ICMP qui va arriver. Donc là, on est bon. Je fais run, et ici, on voit bien 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 paquets qui proviennent de code.htb vers ma machine, et après, évidemment, il y a la réponse. Ce qui prouve que j'ai réussi à exécuter une commande et j'ai réussi justement à accéder à ma machine. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va obtenir un reverse shell sur la machine. Alors ici, je l'ai montré en plein d'étapes différentes. Il y a plein de façons de faire aussi pour bypass ce genre de choses. On aurait pu le faire juste en entier. C'est-à-dire là, je fais globals quelque chose. Donc là, j'ai fait en plein d'étapes. Mais en fait, ici, ça correspond. Donc ça, c'est la même chose que si on fait globals et qu'on concatène directement ceci, et qu'en fait on appelle ça derrière, et que ça en fait, le import OS, on fait un get attr de tout ça, virgule système, et que derrière on rappelle notre ping. Donc vous voyez que c'est quand même plus compréhensible de créer quelque chose comme ça que de faire ça. Mais en théorie, alors on peut essayer, en théorie ça, c'est exactement la même chose, et ça me permet d'exécuter le ping. Donc là on peut voir que c'est run, et ça passe pas parce que invalide syntaxe, il y a un endroit où je me suis planté, il aime pas quelque part, je sais pas, ah là il y a plusieurs virgules, hop, non, fallait qu'une. Hop, on peut voir que là, c'est exécuté également. Donc en gros, ça c'est exactement la même chose, on peut voir que c'est un peu plus barbare. Mais on a récupéré en gros l'attribut, en tout cas l'objet qui était système, qu'on a importé, et derrière on exécute la fonction en envoyant un ping. Donc, je vais revenir quand même dans l'état antérieur, c'est quand même plus sympa de voir comme ça. Et derrière, là on va juste remplir notre commande par un reverse shell. Alors moi j'ai toujours mes notes de mon côté. Tac, je vais récupérer donc le fameux reverse shell avec les mkfifo, donc le fichier partagé, avec du netcat. Donc moi c'est 10, 10, c'était 20. Je vais me mettre en reverse shell, en écoute avec netcat. Là je lance et normalement, paf, j'ai un accès à la machine. Donc première étape réussie. Alors ça peut prendre un peu de temps, voilà. Donc là je suis connecté en tant que app production, ls-là, sur la machine, app.py, et là si on regarde un peu le code source, donc app.py, on imagine que en fait c'est cette page là, code.htb. On a une route code qui permet justement de récupérer les fameux codes qu'on avait enregistrés. Ça run bien sur le port 5000,
comme ce qu'on a vu ici, donc c'est bien celui-ci. Peut-être qu'on a des informations plus pertinentes. Là, on peut voir run code, et effectivement, si au niveau des mots-clés, on a eval, exec, import, open, machin, toutes ces choses-là, et ben c'est considéré comme use of restricted keywords, et on peut pas exécuter. Du coup, c'est bien ce qu'on avait identifié. Alors, on aurait pu également tenter d'exécuter la commande eval, ce serait pas passé. Voilà, il y a plein de façons de faire. Donc là, j'avais fait import, et j'imagine que eval, on peut faire à peu près la même chose avec un get_attr d'eval et ce genre de choses. Import, voilà. Donc ça, on avait vu, on a réussi en tout cas à bypasser toutes ces protections ici. Et là, si on voit un petit peu là-dedans, donc on a une secret key qui peut être intéressante. On a apparemment une base de données qui peut également être intéressante. La base de données, où est-ce qu'elle se situe? On ne sait pas trop, mais en tout cas, là, si je fais ls-là, il n'y a pas de base de données. Peut-être dans instance, on va se balader un petit peu dans tous les dossiers, les fichiers. Effectivement, là, on a un database.db qui peut être intéressant. Donc, je vais ouvrir. En tout cas, je vais le télécharger. Donc, je vais dans code. Évidemment, je vais rm-rf. Je n'avais pas tout supprimé. Oui, je vais tout supprimer là-dedans. Voilà, on est bon. Donc là, je vais télécharger, par exemple, sur le port, on s'en fout, 9999. Et je vais l'appeler database.db. Et du coup, là, je vais ouvrir avec Python 3 un serveur http-m http.server sur port 9999 et je le lance en background. Pourquoi ça s'est quitté? Ça reset? Pourquoi ça... je sais pas, je vais relancer. Ok, je sais pas pourquoi ça crash. J'ai pas fait de contrôle C ni rien. Ok, donc là il est bien lancé, on a le PID, donc là on va pouvoir le télécharger. File not found. Il faut que je retourne. Ok, donc je vais kill, je vais recommencer. Je vais kill le 1647. Voilà. Je vais dans instance. Je vais le relancer. Je refais cette commande. Je le télécharge. Bon là du coup, il va falloir que je relance parce que j'ai pas mis le E éperluette, on s'en fout. Donc là j'ai une base de données. On avait vu que c'était database. On avait vu que c'était du SQLite 3. Donc on va pouvoir s'y connecter. Donc SQLite 3, database. Je suis connecté, je vais lister les tables. Table. J'ai que des users. Bon, on imagine que user nous intéresse plus, donc on va faire un select étoile from users, from user, pardon. Et on peut voir qu'on a deux utilisateurs, on a développement et Martin. On va récupérer ça, on pourrait identifier le type de hash. Donc hash identifier, ça ressemble en tout cas à du MD5 ou quelque chose dans le genre. Hop. Apparemment MD5 ou MD4. Bon, on va partir sur du MD5, au début en tout cas. Donc on va faire nano, on va quitter ça. On quitte. Nano h.txt. Dedans on va mettre les deux. Hop. Le premier et le second. Voilà, donc le premier c'était développement, le deuxième c'est Martin. On va lancer notre H4 dessus. H4-M0 sur H. Et voilà, donc hop, on va lancer, on va tenter de casser ces mots de passe là. Et c'est déjà terminé parce que c'est du MD5, c'était très rapide. On a développement, qui était pour développement, bon, classique, ok. Et on a Nafil, NA Fields Swordmaster, je sais pas quoi. Et apparemment parce que c'est c'était du MD5, on l'a craqué, c'est pour l'utilisateur Martin. On va relancer notre River Shell de nouveau. Ok. Je vais quand même... Est-ce que... Ouais, je vais kill le serveur quand même. Pour les autres, pour pas que s'ils scannent la box, ils aient des trucs comme ça. Bah, ok, on a un autre qui s'est relancé. Alors, est-ce que j'en avais plusieurs ou est-ce qu'ils se relancent à chaque fois? Ça, je sais pas.
Ok, c'est bon, j'ai tout arrêté. Il n'y a plus de serveur qui tourne, on est bon. Donc là, je fais un cat etc passwd. Vous pouvez voir que j'ai un utilisateur Martin et j'ai pas d'utilisateur développement. Là, je suis connecté en tant que app production. D'ailleurs, si je vais ls-là, hop, là j'ai le flag user en tant que app production, donc on est bon. Si je retourne dans le home, on peut voir qu'effectivement il y a un Martin. C'est Martin, mais je peux pas y aller parce que j'ai pas les droits supplémentaires, enfin les droits nécessaires. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux tenter de connecter au SSH maintenant que j'ai son mot de passe. Là, j'ai un mot de passe de Martin. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? On peut essayer. Mot de passe. Paf, on est connecté. Donc là, on est connecté en tant que Martin. En tout cas, normalement, on a déjà eu le user, enfin le flag user. Donc maintenant, on doit passer route. On avait vu que, à part Martin, il n'y a pas d'autres utilisateurs sur la machine. En tout cas, on l'a vu via etc passwd, c'est pas le cas. Donc là, on est dans le home. On peut voir qu'il y a un point SSH. Quelque chose d'intéressant dedans, il n'y a rien. ls-la. Toujours faire un A derrière pour voir même s'il y a des fichiers cassés, des fichiers ou des dossiers cachés, on ne sait jamais. Ici, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a un backup. Backup, ça peut être intéressant, mais bon, on peut regarder ce qu'il y a dedans. ls-la. On a un task.json et apparemment on a une backup. Donc peut-être que cette backup là pourrait contenir des données en 2024 par exemple qui seraient sensibles, d'autres mots de passe, d'autres trucs comme ça. Bon, c'est pas le cas. Et si on regarde task.json, qu'est-ce que c'est? Apparemment c'est une tâche sous format JSON qui permet de faire une backup. Donc là on veut backup le home app production app et on veut le mettre dans Martin backup. Bon, en fait ça a l'air d'être celui-ci. Donc en fait là on a backup le home production app. Et on a exclu pas mal de choses, tout je crois. Exclude, donc là c'est une regex qui veut dire tout. Ok. Mais on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Ça peut nous être utile plus tard. On peut regarder les bits SUID qui sont présents sur la machine, comme à chaque fois. Alors si on le fait manuellement, soit on lance l'InPis, il va falloir le télécharger sur la machine, le uploader. Par exemple, on verra les bits SUID à la main si on a envie. Les trucs classiques, il n'y a rien qui saute aux yeux. On attend que ça se termine. Hop, ok. Bon, rien de bien spécifique. On peut regarder sudo-l. Ok, donc là apparemment, on peut exécuter en tant que n'importe qui, sans avoir besoin de mot de passe, le script user bin baki.sh. On va rapidement regarder ce qu'il fait. Donc on va voir qu'il est quand même assez long. Et il fait la chose suivante. Donc c'est un script bash. Déjà, il va regarder si on a un nombre d'arguments différents de 1. Donc si on n'a pas un argument, on a ce message qui s'affiche. Donc usage, le nom du script est derrière task.json. Exemple, si j'exécute bêtement ça, ça me met ça. Si j'exécute avec plein de trucs derrière, ça me met le message parce que je n'ai pas exactement un argument qui l'attend, qui est le task.json. Ensuite, on va récupérer du coup le nom du fichier JSON en étant le premier argument. Donc si par exemple on écrit comme ça le nom qui sera stocké dans JSON file, ce sera task.json. Et ensuite on regarde. Si le fichier n'existe pas, donc le "-f", donc not exist JSON file, alors on affiche un message désolé, le fichier machin n'existe pas. On peut retenter. Si je teste toto.json, il check est-ce que le fichier toto.json existe, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est juste de la vérification classique, bon, il fait rien de spécial. Intéressant ici, on n'a que des chemins qui sont autorisés. C'est-à-dire qu'on n'a que le /var, un /var/ et le /home/ qui sont autorisés. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter une commande qui va... Donc on va convertir le contenu de notre fichier JSON en, entre guillemets, en JSON via l'outil JQ qui permet de faire ça. Et on va accéder à la partie directory to archive. Si on regarde ici, la partie directory to archive, je vais le faire en français, c'est celle-ci. En gros, on va récupérer les informations dedans et on va dire tu vas remplacer tout ce qui est point slash. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Tu vas remplacer le point slash
par quelque chose de vide dans ce fichier-là. Ce qui veut dire que si jamais dans cette partie, dans cette chaîne de caractères, on a par exemple home, point slash quelque chose, et bien le point slash va juste être supprimé parce qu'il va être remplacé par rien. Et une fois qu'on a fait ça, on va en fait remplacer l'ancien fichier par la nouvelle version qui a été mise à jour, en supprimant justement le point slash. Alors ils mettent des anti-slash pour justement prendre en compte le point, parce que vu que c'est une regex, sinon ça poserait des soucis, et le point serait considéré comme l'élément actuel, ou alors tout, je sais, non c'est tout c'est étoile, point c'est au moins quelque chose, je crois, bon je sais plus. Mais en tout cas on est obligé de mettre des anti-slash, sinon le point est considéré comme quelque chose dans la regex qui va être remplacé par autre chose, alors qu'ici on veut pas que ça corresponde à un caractère en particulier, on veut que ça corresponde vraiment au caractère ASCII point. C'est pour ça qu'on est obligé de l'échapper avec les double anti-slash. Et ensuite, directory to archive, on récupère ça, et si le chemin est autorisé, et bien dans ce cas-là, on va les copier, on va faire une backup. Sinon, on fait pas de backup, et ça nous dit, désolé, le chemin que vous avez spécifié n'est pas autorisé. Et derrière, on appelle ce script-là, enfin en tout cas ce binaire-là, sur notre script. Donc, en gros, nous, on appelle baki.sh sur un fichier JSON, et ça rappelle quelque chose d'autre sur notre fichier JSON. Donc en gros, c'est la même chose, sauf qu'ici, le script sh que nous on appelle, c'est une sorte de wrapper pour ce binaire-là, qui va remplacer, déjà qui va vérifier si est-ce qu'on est autorisé ou pas. Si on regarde un petit peu les droits de celui-ci, on n'a pas de droit, on n'a pas de bit SUID, ça sert à rien de l'appeler, on n'aura pas plus de choses faites dessus. On peut tenter de l'appeler comme ça aussi, hop, par exemple, avec test.json. Et ici, on voit que c'est quelque chose d'autre qui est exécuté, mais il y a l'air d'avoir en tout cas à peu près les mêmes conditions, parce que là il nous dit que destination must be specified. On n'a pas d'erreur de cette manière, on n'a pas celui-ci, mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné non plus. Donc, si on reprend notre task.json, nous, notre but, c'est du coup, si vous l'avez compris, de faire une backup, du coup. Et en fait, ici, Baki, c'est un script, on va dire, personnalisé pour permettre de faire une backup d'un endroit vers une destination. Donc là, par exemple, backup de home app, production app, vers home Martin backup. Mais nous, on veut, vu qu'on peut le lancer en sudo, nous, on veut backup, par exemple, le directory root. On veut avoir le slash root. Souci, comme vous l'avez compris, on n'est autorisé que à faire du var et du home. Le truc, c'est que on peut pas se permettre, ici, donc on va copier task.json, on va l'appeler dans task2.json. On va modifier task2.json. Le truc, si vous l'avez compris, c'est que ici, on peut pas faire root directement, parce que c'est pas dans les allowed pass, on peut que commencer par /home/, ou on peut que commencer par /var/. Voilà, vous pouvez me dire, ok, on a juste à faire ça, et derrière, comme ça, on remonte, et normalement, on accède au root, comme ça. On peut essayer, voir à quoi ça correspond, et le truc, c'est que exclude, nous, on veut exclure aucun fichier, donc si on laisse ici, ça va exclure tous les fichiers, donc on va remplacer ça par quelque chose qui n'existe pas. Hop, par exemple, .txt, ça va exclure ce fichier-là, sauf que du coup, on s'en fout parce qu'il n'existe pas. Donc, on va faire du coup notre sudo, parce qu'évidemment, il faut l'exécuter en tant que root. On va faire notre baki.sh, et derrière, on va spécifier notre task2.json. On l'exécute, et ici, ils nous disent archiving failed for home root. Donc là, on peut voir que si on réaffiche le contenu, on va faire un anneau de notre task2.json, on peut voir qu'effectivement, ça a bien été remplacé. Donc, il y a bien un update qui a été fait, et qu'est-ce qui a été fait justement comme update? Eh bien, on a remplacé tous nos // par rien. Donc ça a été supprimé, qui a donné ceci, et le prochain a été supprimé,
ce qui a donné ceci. Ok. Mais du coup, peut-être que ça, on va pouvoir bypasser. Parce que nous, on les a fait à la suite comme ça. En tout cas, il faut trouver une manière de remonter. Ici, on a vu que ça passait pas. Parce qu'en fait, il les voit les uns à la suite des autres et il va les supprimer. Donc, dès qu'il voit point slash, il supprime. Donc, point slash, il supprime, point slash, il supprime, point slash, il supprime. On se retrouve comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait quelque chose comme ça, par exemple? Si on met genre des trucs comme ça. Donc là, il va voir point slash, il va supprimer. Donc, on arrive à quelque chose comme ça. Et là, derrière, il va voir un point slash. Donc là, il y a point, il n'y a pas de slash derrière, donc il va laisser. Là, il voit un point slash. Donc il va supprimer point slash. Et en fait, à la fin, vous voyez, ça, une fois qu'il est passé dessus, vu que c'est pas récursif, il va juste continuer sa chaîne de caractères et arriver jusqu'à la fin et voir est-ce qu'il y a d'autres points slash à arrêter. Mais il va pas revenir en arrière. Et là, si vous voyez ce qu'on a fait, par exemple, alors je sais plus exactement comment j'ai fait, je crois que j'en avais mis 4. J'avais mis quelque chose comme ça. Là, si on en met 4 et 2 derrière, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire ligne par ligne, enfin en tout cas caractère par caractère, point, il attend un slash, il n'y en a pas, donc il va continuer. Donc là, une fois qu'il est passé dessus, normalement, en tout cas au niveau du code, il ne peut pas revenir en arrière. Alors c'est possible de faire en sorte de revenir en arrière et de rechecker à chaque fois depuis le début, mais c'est pas implémenté comme ça. Du coup, il continue. Donc là, il l'a fait, les 2 points, il va jamais revenir dessus. Il continue, il voit point slash ensuite. Hop, point slash. Donc là, il va supprimer. Point slash, il va supprimer. Et ensuite, derrière, il va continuer, il voit un slash. Bon, le slash, c'est pas supprimé, donc il n'y a pas de point slash, il va continuer, ainsi de suite. Et là, vous voyez que, une fois qu'il a passé et qu'il a update tout ce qu'il y avait, on se retrouve au final avec notre home route comme on voulait. Ce qui veut dire que là, potentiellement, on va pouvoir faire le backup de cette archive-là. Alors, on va quand même modifier la destination pour pas emmerder ceux qui font la box. Donc, je vais créer un nouveau répertoire dans TMP que j'appelle, je sais pas moi, Toto, par exemple, voilà. Là, si je fais ls-la/tmp, je suis censé voir un Toto. Et maintenant, si on revérifie notre task, on va refaire ce qu'on avait avant pour voir si ça fonctionne bien de la manière dont on l'avait imaginé. Et destination, je vais mettre tmp Toto. On exclut un truc qui n'existe pas parce que sinon ça va être chiant, ça va tout exclure. Et on va refaire notre sudo. On exécute. Archiving. Ah, là on a vu que c'était bien home, mais on revient à la racine route, donc ça a l'air d'être bon, dans tmp Toto. Si je vais dans tmp Toto, j'ai bien l'air d'avoir une archive qui correspond à du tar bz2. Donc on peut, je sais jamais, je crois que c'est bzip2-d ou -e pour extract, je sais jamais. Code ls-là. Donc là maintenant j'ai du tar. Donc tar xvf pour extract verbose et ensuite je précise le file. Code home. Et là on voit qu'on a tout dedans. Tac. Là, ls-là. On a un répertoire qui est en fait la backup qu'on vient de faire. Et du coup, on peut récupérer notre route. Et on a réussi la machine. Alors on n'est pas passé route directement, mais on a réussi à faire une backup. Et j'imagine que derrière, par exemple, voilà, on peut voir que route, il y a bien une ID RSA. Donc on aurait pu récupérer cette clé-là pour derrière se connecter en tant que route sur la machine et du coup avoir tous les droits. Donc ici, on peut voir du coup qu'on l'a fait de cette manière. Il y avait peut-être d'autres manières de faire. Alors aussi, je crois que j'avais trouvé lorsque je l'avais fait. Donc, supprimer le route. Même tard. Je vais refaire une backup. rm ceci. Code. Je vais retourner dans mon home Martin. Le SSH bug, je sais pas pourquoi. Martin, c'était dans backup. Hop. Donc là, on peut voir que normalement, le task 2, il avait été modifié. Hop, il avait été remis comme par défaut. On va remettre notre payload. On va réexécuter avec le petit sudo.
Hop, voilà. Et là, si je retourne dans TMP Toto, alors c'est juste pour vous montrer, je crois une petite astuce. Ici, on peut voir que c'est du tar BZ2. Je crois qu'on peut le faire en une seule commande avec le tar. Au lieu de faire bzip2-d et après tar xbf, je crois que, de mémoire, ici, on peut rajouter un J. Alors, je sais pas si c'est comme ça. Je sais plus si c'est un J majuscule ou pas. Il est pas d'accord, il est pas content. Est-ce que c'est un J majuscule? Non. Est-ce que c'est XJ quelque chose? Cannot open. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Est-ce que je m'étais mis la note? Non. Bah, je le retrouve ça et je vous dis juste là. Ok. Alors, c'était bien du coup la commande que j'avais faite, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, pourquoi il mettait que tar? Donc, en gros, c'était celle-là. Alors, il y avait le X à rajouter. Donc, en gros, c'est tar JXV. Donc, le J, c'était bien ça, c'était pour le tar BZ2. Mais je sais pas pourquoi, il s'était arrêté à tar. Donc, c'est bien .tar.bz2 qu'il faut mettre. Donc, c'est JX, donc le J pour le format en gros BZ2 tar. Et extract, verbose et le file derrière. Et là, on voit que ça fonctionne en une seule commande, juste avec le tar, sans avoir besoin d'avoir utilisé bzip2-d, puis ensuite tar, xv, machin. On le fait tout en une seule commande. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.